Bonsoir à tous, c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Hebdo de la nuit. Ah, ce fameux mois d'août, souvent synonyme de vacances et de bons moments. Un mois qui met généralement tout le monde d'accord. Les Haussiens, tout juste partis, profitent de leurs vacances tant attendues, tandis que ceux qui restent savourent une tranquillité rare. Sur la route, dans les transports, au travail, et c'est pas pour nous déplaire. En bref, une atmosphère bien agréable. Même si cet été 2026, il faut le dire, nous a jusqu'ici plutôt fait vivre un enfer que le paradis et que l'angoisse est bien trop présente, je me doute que vous en avez assez d'entendre des revues d'actu et des dizaines d'analyses sur les épisodes caniculaires, les incendies ou tout ce qui nous attend les années à venir. Même s'il est toujours essentiel de rappeler que le changement climatique est réel, déjà présent et qu'il est vital d'agir aussi bien individuellement que collectivement. Alors pour cette édition, après les actualités culturelles, immersion dans des festivals et infos positives, prenons le temps de sortir un peu de notre bulle et laissez-moi vous faire voyager le temps de quelques actualités internationales. Commençons par embarquer et traversons l'Atlantique en direction du continent américain. Aux États-Unis, les progressistes du Parti démocrate savourent une légère victoire dans l'État du Michigan. Abdul El-Sayed a remporté mercredi la primaire démocrate face à la centriste Hailey Stevens et affrontera le républicain soutenu par Donald Trump, Mike Rogers, en novembre prochain pour le poste de sénateur lors des élections de mi-mandat. Des élections qui, on le rappelle, sont primordiales et qui donneront le ton de la suite du mandat de Donald Trump. Donné largement favori, l'écart fut finalement assez fin pour le candidat soutenu par les progressistes Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Les prochaines élections en novembre seront donc capitales pour le Parti démocrate et contrer Donald Trump. Mais pour cela, la conservation du siège dans l'État du Michigan est essentielle. Donc cette primaire a mis plus que jamais en avant les fractures au sein du Parti démocrate entre l'aile gauche et l'aile modérée. Très divisé sur la question du soutien américain envers Israël, Abdul El-Sayed avait défendu la fin de l'aide américaine et se dit opposé à l'existence d'Israël comme État uniquement juif. Le vainqueur a cependant appelé l'ensemble des démocrates à se rassembler pour un objectif commun, celui de battre les républicains en novembre et affaiblir Donald Trump. Les dirigeants démocrates étant de plus en plus critiqués pour leur manque d'efficacité face au président, peut-être un signe d'espoir à venir. Mais partons un peu plus au sud, où la nature et la politique font également trembler le continent sud-américain. Au Guatemala, ce ne sont pas des incendies, mais le réveil du volcan Fuego lundi qui a provoqué l'évacuation de 1700 personnes à la suite de l'alerte maximale déclenchée par les autorités et qui aura duré au total 50 heures. Et partons encore à quelques milliers de kilomètres où nous retrouvons un match Argentine-Brésil sous tension. Alors je sais, le mondial est terminé et je ne veux pas parler de l'Albiceleste et la Seleção, mais bien d'un conflit opposant les deux dirigeants des pays, le président argentin ultralibéral Javier Milei et le président socialiste brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Après de nombreuses attaques perpétrées par Javier Milei à l'encontre de Lula, le qualifiant de voleur et de prisonnier, le Brésil a exigé le départ de l'ambassadeur argentin du pays et la diminution de la représentation brésilienne à Buenos Aires, marquant un pic de tension inédit entre les deux pays, une rivalité historique qui dépasse largement les pelouses. Gardez vos crampons puisque nous retraversons cette fois l'Atlantique pour prendre des nouvelles de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations féminines, qui se tient en ce moment même au Maroc. Cette 14e édition est aussi qualificative pour la Coupe du Monde 2027. Comprenant 16 équipes, elle fait beaucoup moins parler que son homologue masculin à l'image du sport féminin dans son ensemble, mais ça, c'est un sujet qui mériterait une émission à part entière. Les phases de poule se sont terminées et les matchs à élimination directe ont commencé ce samedi 8 août. Ce sont le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Nigeria, le Cameroun et le Ghana qui se sont qualifiés pour les quarts de finale.
Toutes ces équipes espèrent décrocher la victoire et succéder aux Super Falcons, les Nigérianes vainqueurs de la dernière édition, mais également nation la plus victorieuse de la compétition avec pas moins de 10 titres sur 13 compétitions. Alors si comme nous, vous ne vous êtes pas encore remis de la fin de la Coupe du Monde et de la défaite de nos Bleus, nous vous invitons à reprendre de l'énergie en suivant la CAN féminine jusqu'au 16 août prochain. La date du 6 août 1945 restera gravée dans l'histoire comme la première utilisation de la bombe atomique. Ce jeudi, le Japon commémorait le 81e anniversaire du bombardement atomique américain à Hiroshima et celui de Nagasaki se tiendra demain, le dimanche 9 août. Environ 50 000 personnes ont assisté à l'événement, comprenant des représentants de 120 pays, dont les États-Unis et l'Iran. L'occasion pour le maire de la ville, Kazumi Matsui, de faire un appel pour la paix dans une tribune en critiquant les grandes puissances pour avoir mené des guerres et l'utilisation encore intensive de la dissuasion nucléaire, légitimant la violence. Il a appelé à un monde sans armes nucléaires et à tirer des leçons du passé. La première ministre Sanae Takaichi a pourtant plaidé en faveur d'une révision des principes non nucléaires adoptés par le Japon après la guerre, s'abstenant de déclarer si elle allait maintenir cette politique. À l'heure où les tensions et les conflits internationaux semblent au sommet, accueillons ce message de paix et tirons des leçons du passé. Mais pour vous protéger d'une potentielle guerre, pourquoi ne pas retraverser un océan, encore une fois, et vous réfugier au sein de votre propre ville ? Et oui, vous avez bien entendu, en Australie, vous pouvez avoir la possibilité non pas d'acheter une somptueuse villa à Bondi Beach, mais bien d'acheter une ville entière. Enfin plutôt un petit hameau isolé. À 800 km de Brisbane, dans les terres du Queensland, Cooladi, la plus petite ville d'Australie, attend son ou ses repreneurs. Avec près de 4000 m², vous pourrez disposer d'un bureau de poste, un relais routier nommé Foxtrap, un motel comprenant 4 chambres, un pub et même une épicerie. Mais attention, il faut que vous soyez prêt à endosser toutes ces casquettes et pas sûr que ce soit si reposant que ça. Autrefois une ville ferroviaire, elle comptait des habitants et tous les établissements dont on avait besoin. Mais le déclin de l'élevage ovin dans la région et l'arrêt du trafic ferroviaire ont eu raison de ce petit bourg qui ne compte plus que 2 habitantes. Carole Yallo et Jo Cornell, les 2 propriétaires actuels, qui avaient racheté le hameau en 2023 et s'étaient donné pour mission de le tenir pendant 3 ans. Alors marre du métro boulot dodo, si vous avez envie d'évasion, d'aventure et que vous n'avez pas moins de 400 000 $ australiens, soit 240 000 € à débourser, cassez la routine et devenez maire, facteur, barman, cuisinier, gérant de motel ou encore commerçant. Mais avec tous ces voyages, si vous avez le mal des transports et que vous préférez rester sur notre cher bon vieux continent, ne manquez pas un événement marquant qui aura lieu dans 4 jours. Je veux parler de l'éclipse solaire qui se tiendra le mercredi 12 août. Cette dernière ne sera que partielle pour le Canada, une petite partie des États-Unis et de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que de l'Europe, notamment en France où nous aurons la chance de l'observer de 19h22 à 21h09. Le taux d'occultation ne sera pas le même dans tout le pays et sera au plus bas dans le nord et l'est avec 89,8% et s'élèvera jusqu'à 99,8% dans un village frontalier avec l'Espagne appelé Urepel dans les Pyrénées-Atlantiques. Le taux d'obscuration maximale à Paris sera observé à 20h17 et 21 secondes précisément. Un phénomène très rare, car bien qu'une éclipse se produise tous les 18 mois sur Terre, il faut attendre entre 300 et 400 ans pour revoir une éclipse totale au même endroit. En France, la dernière éclipse majeure date du 11 août 1999 et il faudra attendre ensuite jusqu'au 3 septembre 2081 pour revoir ce beau spectacle. Alors on espère être encore là pour vous en parler. Mais attention toutefois, si vous comptez observer l'éclipse, n'oubliez pas de protéger vos yeux et de vous équiper des lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. C'est ainsi que s'achève notre tour du monde des actualités. Alors j'espère que ce moment vous aura un peu fait voyager et permis de découvrir de nouveaux horizons.
En attendant le prochain épisode de l'Hebdo de la nuit samedi prochain, je vous invite à découvrir ou redécouvrir nos émissions sur lanuitdudimanche.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Bon été à vous!